Donald Trump menace 8 pays européens de droits de douane dès le 1er février si les États-Unis n'obtiennent pas le contrôle total du Groenland. Volodymyr Zelensky affirme que la Russie cible principalement les systèmes énergétiques dans le but de nuire aux civils et de contraindre Kiev à se soumettre. Combien coûte résister à Donald Trump? Le président américain a annoncé qu'il imposerait une surtaxe de 10% sur les marchandises en provenance de 8 pays européens, en représailles à leur refus d'accepter un contrôle américain du Groenland. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er février. Dans un message publié sur Truth Social, Trump a précisé que les pays concernés seraient le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. Si aucun accord n'était conclu d'ici le 1er juin, pour un achat total et complet du Groenland, la surtaxe serait portée à 25%. Emmanuel Macron a réagi sur X, qualifiant ces menaces tarifaires d'inacceptables. À Nuuk, capitale du Groenland, plusieurs centaines de manifestants ont défilé samedi pour exprimer leur opposition à Trump et soutenir leur autonomie face aux pressions américaines. Volodymyr Zelensky a critiqué Moscou pour ses attaques continues, l'accusant de ne montrer aucune volonté de mettre fin à la guerre et de faire délibérément traîner le processus diplomatique. Cette nuit, une alerte aérienne a été déclenchée dans plusieurs régions du pays. Des explosions ont été signalées à Kiev, Kharkiv, Odessa et Soumy notamment. L'armée ukrainienne affirme que plus de 200 drones ont été lancés à travers l'Ukraine, tuant 3 personnes et en blessant une vingtaine d'autres, dont un enfant. Alors que l'hiver est rude en Ukraine, les attaques visent de plus en plus les sites énergétiques, ce qui, selon Kiev, vise à accroître les souffrances des civils. Ces frappes répétées privent des milliers de foyers d'accès au gaz, à l'eau et à l'électricité, ce qui nécessite des travaux de réparation et d'entretien d'urgence quotidiens. Les attaques ont également gagné en intensité avec plus de 1300 drones, 1000 bombes aériennes guidées et plus d'une vingtaine de missiles, y compris balistiques, tirés par l'armée russe rien que cette semaine. Le président ukrainien a appelé ses alliés à renforcer leur soutien à son pays en difficulté et à intensifier la pression sur la Russie pour la forcer à s'asseoir à la table des négociations. C'est un événement symbolique qui marque l'aboutissement de 25 années de négociations entre l'Union européenne et le Mercosur. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Antonio Costa, ont signé l'accord avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Ce traité établira l'une des plus vastes zones de libre-échange au monde. We choose fair trade over tariffs. We choose a productive, long-term partnership over isolation. Les partisans de l'accord tels que l'Allemagne et l'Espagne soutiennent que l'UE a besoin de nouveaux liens commerciaux loin des États-Unis et de la Chine. Les détracteurs, au premier rang desquels la France, estiment que l'accord menace les agriculteurs européens en les exposant à la concurrence déloyale. La Maison-Blanche a dévoilé les noms de plusieurs personnalités chargées d'accompagner la transition à Gaza après la première réunion au Caire du comité palestinien placé sous supervision américaine. Dirigée par Ali Shad, ancien responsable de l'autorité palestinienne, cette entité technocratique assurera la gestion quotidienne de l'enclave à la place du Hamas. Elle opérera sous l'égide d'un conseil de la paix piloté par le président américain, dont la composition reste à préciser. Washington a en revanche annoncé la création d'un conseil exécutif chargé de mettre en œuvre la vision américaine pour l'après-guerre à Gaza, réunissant notamment le secrétaire d'État Marco Rubio, l'envoyé spécial Steve Witkoff, le gendre de Trump Jared Kushner et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. L'ancien émissaire bulgare des Nations Unies, Nikolai Mladenov, en sera le représentant. Un second conseil plus large associera également des acteurs régionaux, dont le ministre turc des Affaires étrangères, des responsables qataris, égyptiens et émiratis, ainsi que plusieurs experts.